la table ronde sur le bâtiment intelligent, anticiper plutôt que réagir. Donc, comment on passe aujourd'hui d'une supervision un petit peu conditionnelle à l'intelligence artificielle au bâtiment autopiloté. Donc, nous sommes une semaine après le salon UBS où on s'est croisés pour la plupart. Donc, ça va être le moment de faire le point sur où nous en sommes sur le bâtiment intelligent. On va parler de ce qui peut se faire du bâtiment neuf, full connecté, à des bâtiments anciens en rénovation, quelles sont les technologies que l'on peut apporter et comment on peut passer sur des bâtiments qui peuvent être à terme autopilotés et être auto-optimisés et amener le maximum de confort. Donc nous allons faire le point avec nos intervenants. Je vais laisser se présenter en quelques mots leur société et puis leur quotidien. Samir, à toi la parole. Eh bien, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, Samir Toumi, cofondateur et directeur technique du bureau d'études Efficience. Nous sommes un bureau d'études spécialisé en performance énergétique et confort dans le bâtiment. On intervient essentiellement sur le secteur résidentiel, neuf et rénovation. Bonjour à tous, Jean-Xavier Delabroue, donc je dirige l'entreprise Eria. Nous, on est positionné vraiment comme installateur de toutes les solutions connectées. Moi, j'ai eu un passé dans de l'installation de compteurs d'eau, compteurs de chauffage, qui sont des métiers très structurés. Et en reprenant l'entreprise, là, il y a quelques temps, l'idée, c'est d'essayer de mettre cette même maturité sur l'installation de tous les capteurs dont on a pu parler ce matin et puis avec lesquels on travaille avec Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc Youssef, je dirige BL Predict, qui est une activité, donc c'est de l'édition logicielle, on est plutôt plateforme, donc qui est une activité au sein du groupe Berger-Levrault. Et nous, ce qu'on propose, donc, c'est la valorisation de la donnée. Donc on va automatiser la valorisation de la donnée et principalement pour optimiser l'exploitation. Donc optimiser la maintenance des installations et optimiser le pilotage du bâtiment. Et donc pour faire ça, on a beaucoup de modélisation et un petit peu d'IA aussi. Merci à tous les trois. Donc Jean-Xavier, tu viens de l'évoquer. Eria, vous êtes dans la partie très opérationnelle de l'installation et le déploiement des capteurs dans le bâtiment. Est-ce que tu peux nous donner votre retour d'expérience sur l'importance de la qualité du déploiement de ces capteurs dans le bâtiment et quels sont les points vraiment cruciaux et quelle vigilance à apporter sur cette partie-là? Là, j'étais à la conférence dans l'amphithéâtre à côté. Là, c'est bien parce que ça fait une bonne transition où était indiqué, il y a eu une question sur comment est-ce qu'on considère l'impact du résident. En fait, ça m'a fait un peu penser à notre quotidien où en fait entre un bâtiment résidentiel, entre des bureaux, entre des capteurs à installer, attention sur des cuves. Là, une petite anecdote, on est en train d'installer des sondes sur des cuves de fuel au fin fond de la montagne, dans les Alpes, parce qu'on est à Grenoble. Notre technicien a été bloqué par les vaches pendant 2 heures. C'est un truc évidemment qu'on aurait pu difficilement anticiper, mais qui montre qu'en fait tout est question d'anticipation, que ça soit sur la solution, sur l'organisation et surtout sur la communication avec les différents occupants et les différents protagonistes de la solution. Je crois qu'on a un focus souvent sur l'usage final, de à quoi ça va servir, mais pour vraiment que ça serve, il faut qu'il y ait une organisation de tous les instants. Et je crois que vraiment le retour d'expérience de mes 15 ans dans le métier montre que le gros sujet, c'est de savoir parler, de savoir à qui parler et de parler à tout le monde et d'expliquer vraiment l'intérêt de la solution. Et nous, en tant qu'installateur, même si une fois qu'on installe, en général, ensuite c'est plus que de la maintenance, donc on ne retourne pas voir les personnes chez qui on a installé. Mais on est quand même la première personne qui va les voir et qui va leur installer l'élément. Donc je crois qu'on a un gros rôle à jouer sur la communication. Et donc je pense qu'anticipation et communication dès le début, c'est la clé d'un projet réussi. Surtout dans notre métier de l'IoT, où en fait on a beaucoup d'usages, on a beaucoup de capteurs. J'entendais le directeur de Berry Numérique tout à l'heure là, qui disait qu'il y avait vraiment un gros travail de formation des utilisateurs et de compréhension, d'avoir vraiment un intérêt à utiliser cette solution. Et je crois qu'en tant qu'installateur, on se doit de prendre notre part là-dedans. Voilà.
Est-ce que vous avez mis en place des process, des outils, des choses particulières qui vous permettent justement d'atteindre cette qualité et d'avoir un suivi Oui, tout à fait. Nous, on essaie vraiment de se positionner comme installateur. Et donc souvent, on parle d'intégrateur, mais pour l'instant, nous, vraiment, on veut se focuser en tant qu'installateur. On pense que c'est un métier à part entière d'organiser, de former le collaborateur qui va intervenir, de former le chef de projet qui va discuter avec les différents acteurs. Et donc pour ça, on a mis plusieurs éléments en place. L'élément le plus marquant, c'est notre outil de field management, de suivre en temps réel l'intervention du technicien et qu'on donne à disposition de tous nos clients pour que, notre client puisse avoir exactement à la minute près, mon DSI me dirait que c'est pas à la minute, mais presque, l'installation du capteur pour qu'on voit, là ce capteur qu'on vous a confié ou que nous on a acheté est installé à tel endroit par telle personne, l'intervention s'est clôturée, ah non elle ne s'est pas clôturée, pour quelle raison, et qu'on ait une information qui soit immédiate. Donc je crois que ça c'est le premier sujet vraiment clé de ce qu'on a mis en place, c'est d'avoir un outil de suivi pour nos équipes qui est partagé avec nos clients. Et si nos clients veulent ensuite le partager également à d'autres éléments, je pense notamment comme on parle de bâtiments et de résidentiel, on parle souvent de copropriété où on peut fournir l'information au syndic, au président du conseil syndical, etc. C'est vraiment le but, c'est de montrer une transparence totale dans cette installation. Deuxième élément qu'on a mis en place aussi, c'est lors de lancement de projets, comme vous aurez compris qu'on fait des projets très variés, entre de la relève de gaz, de l'installation de compteurs d'eau, de chauffage, de capteurs sur ventilation, des sondes, enfin bref, on fait plein de sujets différents. Le deuxième élément clé qu'on a vraiment industrialisé chez nous, c'est d'organiser tout début des marchés un vrai kick-off avec toutes les parties prenantes pour comprendre le souhait, comprendre les interactions qu'on peut avoir avec chacun et de savoir vraiment qui on se doit d'appeler, à qui on doit communiquer les informations. Merci Jean-Xavier. Donc là, du coup, une question plus tournée vers Samir et Youssef. On a beaucoup parlé de tertiaire, de bacs, etc. On sait que la diversité des bâtiments est très vaste. Les établissements qui accueillent du public, etc. Voire des fois des bâtiments industriels. Donc il y a vraiment des services, des cas d'usage qui sont vraiment multiples avec des ROI qui sont différents. Et donc on ne peut pas parler de la même manière à tous ces exploitants-là. Comment vous pouvez expliquer la manière dont vous gérez cette diversité et partager vos retours d'expérience justement du retour sur investissement qu'ont vos clients à utiliser vos services et vos conseils? Samir, ouais. Du coup, j'ai entendu pas mal de choses dans cette matinale qui étaient très intéressantes parce qu'effectivement, il y avait un promoteur qui s'est exprimé ce matin et qui parlait de retour sur investissement de l'instrumentation. Et j'ai entendu aussi une inquiétude par rapport à une instrumentation sur des bailleurs sociaux. Ce qui est bien, c'est que nous, on a l'expérience de ces clients-là. Donc, on a déjà, nous, tout un panel d'instrumentation pour un promoteur, par exemple Crédit Agricole. On l'accompagne, donc Crédit Agricole, c'est un promoteur immobilier, il fait de la construction neuve en logement. On l'accompagne sur cette instrumentation-là, sur ses locaux techniques. Je vais prendre un exemple tout simple, parce que tout à l'heure on nous disait on va mettre les capteurs en place, par contre ça va nous coûter trop cher et puis ça va élever le coût de construction. Nous on arrive en fait à noyer ça justement dans notre mission d'accompagnement, puisqu'on est bureau d'études, on fait de la conception, du suivi, donc la réalisation du bâtiment sur la partie fluide, jusqu'à effectivement instrumenter le bâtiment. Donc ce qu'on oublie, c'est qu'il y a le promoteur, c'est pas juste il construit, il donne les clés. Il donne les clés, mais il est encore là au moins pour l'année de parfait achèvement. Et nous, en fait, cette instrumentation-là, on la met en place pour l'accompagner sur cette petite partie, enfin cette grande partie, puisque c'est une année, pour suivre l'installation et voir que ça fonctionne bien. Alors, je donne un exemple tout simple. Il construit son bâtiment, donc les acquéreurs arrivent chez eux, ils voient un radiateur qui leur plaise pas à cet emplacement-là. Ils appellent un plombier, ils le déplacent. Le fait de faire cette intervention-là, ça va mettre, par exemple, l'installation la pression va descendre. Donc avec les capteurs, parce que les capteurs, c'est aussi de la température, de la pression. Enfin, il y a toutes sortes de capteurs.
Nous, on a par exemple un manomètre connecté qui va nous permettre de voir en fait, effectivement, il y a une baisse de pression. Donc cette baisse de pression va faire que toute l'installation, il n'y aura plus de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur l'ensemble du bâtiment. On va avoir l'information et on va pouvoir la traiter et la transmettre. Donc on va dire un service SAV pour le promoteur qui est amélioré et plus rapide. Ensuite, sur la partie bailleur social, tout à l'heure on a entendu effectivement au sein du locataire, c'était compliqué d'instrumenter, mais de plus en plus, nous on équipe toujours les locaux techniques, donc au niveau de la sous-station ou chaufferie. Lui, son objectif principal, c'est effectivement que ces équipements fonctionnent bien. Mais c'est aussi que derrière, maîtriser les consommations de plus en plus. Donc on va pouvoir, avec les capteurs de température, maîtriser les lois de chauffe et justement réajuster s'il y a des dérives. Ensuite, on peut avoir aussi des cas comme moi j'ai eu une salle de sport où c'était plutôt donc une surface assez restreinte avec une quarantaine de vélos à l'intérieur. Donc là, on visait plutôt la qualité d'air. Donc on venait effectivement mesurer la qualité d'air et voir si le taux de ventilation était correct et faire effectivement de la modification technique derrière. Donc on voit bien que en vérité tous ces équipements-là, ils ont un coût qui est largement moins élevé qu'une GTB et qui finalement, en fait, intégré dans un process comme le nôtre, puisqu'on est bureau d'études, permet une rentabilité assez rapide et aussi une satisfaction au niveau du SAV. Ok, merci Samir. Du coup, pour compléter, je vais prendre une perspective plutôt orientée bâtiment tertiaire avec des bâtiments que je vais appeler à la limite multitechniques. Peut-être on peut les regarder à travers 3 typologies. Premier, une typologie assez classique des bâtiments de bureaux. Et la particularité, c'est que moi, je vais parler à l'exploitant. Donc je ne parle pas au promoteur, je ne vais pas spécialement parler à l'occupant, mais je vais parler à l'exploitant qui va chercher à améliorer l'exploitation de son bâtiment. Alors améliorer l'exploitation, il y a 2 grands sujets qui vont l'intéresser. C'est de dire je veux piloter au mieux ma maintenance pour garantir que les services rendus par mon bâtiment auprès des occupants ils soient bien rendus. Et je veux optimiser le coût de ma maintenance. Alors je la fais moi-même ou je la fais avec des prestataires. Et puis le deuxième, dans l'exploitation, ça va être, je veux aussi maîtriser mon empreinte énergétique. Alors pour des raisons réglementaires, décret BAC c'est tertiaire, mais aussi tout simplement pour des raisons économiques. Et donc là, quand on va regarder ce type de bâtiment, ça va être très très variable. On va avoir des bâtiments qui sont des tours à la défense, des bâtiments qui sont par exemple comme nos bureaux à nous, très très similaires si vous avez vu les locaux de Sinox. Et en plus, on va avoir une grande hétérogénéité dans la capacité de mesure. Donc on va avoir les bâtiments très modernes, équipés de GTB, complètement connectés, et puis des bâtiments où c'est un peu hybride, il y a du traitement d'air, il y a encore des chauffages manuels, etc. Et donc quand on va intervenir, on va s'intéresser au ROI. Donc qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on va améliorer dans l'exploitation. Donc avec la capacité de se relier à du facility management, à des outils de facility management, à des outils de terrain pour engendrer l'action. On va voir comment on peut optimiser cette action. Et après, nous, on va redescendre la chaîne. On va dire, pour optimiser cette action, donc on peut réduire, par exemple, en pilotant mieux le traitement d'air, la consommation de 25 à 30%. Et donc, on va chercher à mesurer un certain nombre de choses. Et donc, on va définir ce qu'on mesure. Et c'est là que vont intervenir tous mes confrères en faisant de l'intégration et puis en prenant des mesures particulières. Mais ce qui est sûr, c'est que on va toujours chercher à partir de l'existant. Donc, quelles données sont disponibles? Et du coup, on va chercher à comprendre le contexte. Donc, comment est occupé le bâtiment? Dans quel environnement il se trouve? Et quel est son type d'usage? Et une fois qu'on a un peu ces informations-là, qu'on peut obtenir les mesures dont on a besoin et qu'on sait aller chercher les informations de contexte, donc une information de contexte, c'est si je suis au Clisma, c'est ça que ça s'appelle comme ça ici, si je suis au Clisma aujourd'hui, je récupère le planning. Je sais qu'aujourd'hui, il va y avoir tant de personnes qui vont occuper le bâtiment, que cette aile va être occupée, alors que d'habitude, ça se trouve, il n'y a personne, etc. Donc, je vais récupérer des éléments de contexte, je vais récupérer des mesures. Et donc, température élevée ici, aujourd'hui, et niveau de ppm élevé, c'est pas un problème. C'est normal. C'est lié au contexte. C'est pas lié à une anomalie de fonctionnement. À l'inverse, température élevée ou qui varie cette nuit ici, c'est un problème. Donc, l'idée du contexte, c'est vraiment, je vais prendre des informations qui matérialisent l'usage. Et donc, pour traiter la diversité, c'est-à-dire entre bâtiments qui accueillent du public, type bureau, et si je prends un autre cas,
plutôt les hôpitaux, où là on va avoir des blocs opératoires avec des contraintes qui sont différentes des salles de soins, des contraintes différentes des chambres pour les patients et des contraintes différentes de toute la partie locotechnique de l'hôpital. Et là, idem, je vais essayer de comprendre le contexte. Et donc pour le faire, on va de nouveau récupérer à la fois les mesures techniques, de l'instrumentation, de la GTB et des données de contexte. Et derrière, on va produire de la modélisation pour optimiser les coûts en exploitation et optimiser l'énergie. Et vu que tu demandais un peu comment ça se projette, on va déterminer le niveau d'instrumentation qu'il faut par rapport à ce qu'on est capable de faire à un ROI donné. Donc il y a bien une équation complète qui n'est pas juste à la fin on sait produire de la modélisation et de l'IA qui peut promettre un ROI. On va essayer de prendre en compte toute la chaîne de valeur et donc le niveau d'instrumentation qui sera nécessaire. Et sur le niveau d'instrumentation, on sera assez attentif, c'est ce qu'on fait avec Sinox, sur la qualité du déploiement qu'il y a eu sur les capteurs, la capacité qu'ont les capteurs à communiquer. Évidemment, si je veux être précis, si j'ai 3 mesures par jour sur la température ici, je peux pas faire ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Par contre, si j'ai une mesure toutes les 10 minutes, je peux le faire. Et donc, je vais bien faire peser une contrainte sur le bureau d'études, l'intégrateur qui, lui, a déterminé comment il allait intégrer le système. Donc, quand tout ça est en place, en général, ce qu'on arrive à obtenir, c'est sur le traitement d'air, on peut aller jusqu'à quasiment 70% d'économie d'énergie. Globalement, le traitement d'air, c'est le lot le plus commun qu'on va retrouver partout, dans tous les cas que je vous ai cités, et sur lequel l'amélioration énergétique est assez forte, parce qu'on va tenir compte de l'encrassement des filtres, mais aussi du réglage du traitement d'air. Et plus globalement, sur le bâtiment, ne serait-ce qu'avec un pilotage en logique un peu conditionnelle, comme on le dit là, on va être à 20%. Si on passe sur du prévisionnel, on va pouvoir atteindre 30% d'économie, à la fois sur la maintenance, à la fois sur l'exploitation. Voilà, c'est un peu les approches qu'on peut déployer. Et après, il y a un dernier niveau j'évoque juste rapidement, mais c'est dans le process de facility management, vous pouvez imaginer, grâce à l'IA, une forme de conciergerie automatisée. Parce que c'est toujours le même souci, c'est je suis ici, je peux mesurer, mais je peux aussi bien sûr utiliser l'occupant. Donc je suis dans un aéroport, un hôpital, des bureaux, je vais appeler quelqu'un, je vais lui signaler qu'il y a un problème. Quand on utilise un peu plus d'IA, on peut imaginer effectivement un agent avec lequel on va dialoguer de façon une interface digitale et qui va nous donner une forme de conciergerie automatisée, donc il va pouvoir bien sûr prendre en compte notre problème, mais aussi nous faire un retour sur ce problème-là, si c'est vraiment un problème ou si c'est juste une condition de fonctionnement à peu près normale. Voilà. Merci. Samir, donc là, tu as parlé de beaucoup des instrumentations, de la manière dont déployer. Le thème de la table ronde aborde l'IA. Aujourd'hui, vous n'y êtes pas. Il n'y a pas grand monde qui y est vraiment. Peut-être à part Belpredict, où c'est le cœur de métier. Mais c'est vrai que même à IBS, beaucoup en ont parlé, etc. Mais quand on creuse un peu derrière, c'est un peu balbutiant. Comment vois-tu, toi, l'arrivée de l'IA dans ton métier? Qu'est-ce que ça va apporter dans les services que tu vas délivrer à tes clients? Alors, par rapport à l'IA, moi je pense que ça a tout son intérêt dans le secteur, en tout cas bureautique et tertiaire. Par contre, dans le logement, je suis un peu plus perplexe par rapport à ça. Parce que l'objectif des objets connectés, c'est effectivement aussi la consommation d'énergie de ces objets-là. Donc, intégrer de l'IA dans ces objets-là, je pense que déjà on va augmenter les consommations de ces objets et faire que vers quoi on tendait au départ, on n'y sera plus. Dans le logement, on n'a pas vraiment des gros besoins en termes de, on va dire, intelligence artificielle, parce que on est sur un système qui est collectif. On va avoir des logements qui vont avoir en fait une occupation un peu identique, tout le monde va dormir la nuit, tout le monde revient du travail, prend sa douche à peu près en même temps. Donc on a des scénarios en fait qui sont un peu, on va dire, définis. Donc on va surtout agir au niveau donc d'une sous-station, et le peu de capteurs qu'on peut mettre en fait ne nécessite peut-être pas vraiment une IA là-dessus. Alors, on a déjà aujourd'hui des régulateurs qui en fait sont en auto-apprentissage et qui s'adaptent. C'est peut-être une sorte d'IA, mais déjà intégrée à l'équipement. Donc, moi, je ne suis pas persuadé, en tout cas, si on arrive à l'intégrer et puis qu'on maîtrise la partie consommation des équipements, pourquoi pas.
Mais moi, je pense que dans le secteur du logement, il faut encore y travailler. Ce qui est important, c'est effectivement le volume de masse critique. Donc, toi, Youssef, avec Belpredict, vous êtes déjà lancé dans ce train de l'IA. Tu parlais d'un bloc opératoire. Effectivement, la captation de la donnée, et puis comment la traiter, comment interagir sur la qualité d'air, par exemple, dans un bloc opératoire. Bon, ça va pas être la même chose que dans un accueil, dans un musée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous mettez ça en place concrètement aujourd'hui. Est-ce que vous avez une IA magique, vous la posez et puis elle sait résoudre tous les problèmes, comme beaucoup nous promettent? Est-ce que vous allez quand même travailler des choses très poussées, très complexes, justement selon le type de bâtiment, selon tout le contexte que tu as évoqué tout à l'heure? Oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on a utilisé le terme de façon un peu générique. Je vais juste restituer ce qu'on peut dire derrière le terme IA, au sens général. Donc l'IA, c'est pas une technologie en tant que telle, c'est plutôt un domaine de l'informatique. Et dedans, on va retrouver deux grandes catégories. Tout ce qui est plutôt lié à la connaissance, donc ce qu'on appelait les IA symboliques, tout ce qui est plutôt lié à la donnée. Donc il va plutôt être de la statistique. Et donc peut-être des choses que vous avez déjà utilisées dans Excel, une logique de régression pour calculer un prix, c'est de l'IA. En fait, fondamentalement, ça fait partie de ces techniques-là. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, en fait, on va utiliser un empilement de choses. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est de se dire, est-ce que dans une donnée unitaire, par exemple la température, je vois un fonctionnement, une évolution qui est différente d'un comportement que j'aurais appris. Et donc, on va plutôt jouer sur ce qu'on appelle de la détection d'anomalies. Et puis, ensuite, je vais corréler. Si je vois qu'il y a une évolution, je reste sur l'exemple que je prenais tout à l'heure ici, une évolution de la température et une évolution du niveau de ppm, je vais trouver une corrélation. Et donc là, je vais avoir une autre forme d'IA ou d'apprentissage statistique qui, lui, va s'appuyer sur cette corrélation. Et après, je vais aller utiliser de la connaissance. Et là, je vais venir hybrider de la statistique sur des données avec plutôt de la logique de raisonnement sur de la connaissance. Et donc, c'est plutôt comme ça que c'est implémenté. Et donc, d'une façon générale, quand on déploie des outils comme les nôtres, on va avoir des IA très localisés, qu'on va appeler en edge, qui existent du coup dans le monde du résidentiel. Nous, on n'en fait pas, mais je sais pas, vous connaissez certainement tous de nom Netatmo. Bon, ben voilà, un thermostat connecté, il utilise une loi d'apprentissage basée sur l'éclairage, enfin tout ce qu'il peut observer avec le capteur du thermostat, et avec ça, il va déduire des comportements et se réguler. Donc ça, c'est une forme d'IA. Donc nous, on met des IA locales, comme ça, où on apprend localement des comportements. Et ces IA, bien souvent, elles sont plutôt liées à des scénarios techniques. Le traitement d'air, l'évolution du confort ou du climat dans une pièce. Et donc là, on a des modèles assez génériques qui, eux, se spécialisent localement avec les données. Ce qu'on appelle un peu des techniques d'apprentissage fédérées. C'est la même technique qu'il y a sur vos téléphones. Votre téléphone, vous avez un clavier, il anticipe vos mots. Ben en fait, vous avez un modèle général d'anticipation des mots sur la langue. Et en fait, sur votre clavier, après, il apprend vos habitudes à vous. Mais globalement, vous avez un modèle général. Donc, on ne fait pas un modèle par téléphone. Là, c'est la même technique qui est utilisée. On a un modèle un peu comme ça, global. Et donc, on va venir empiler. Et à la fin, quand on fait le système global, bah, on a du cerveau humain, surtout. On a des gens qui sont des data scientists qui, eux, viennent ajuster les derniers paramètres pour qu'il y ait l'optimisation finale. Donc voilà, il n'y a rien de magique. Si je peux rebondir sur vos propos à tous les deux, c'est que typiquement nous, en tant qu'installateur, intégrateur, on se doit grâce à l'intelligence artificielle, ce que vous faites, ça nous permet d'améliorer de nous faciliter le travail. Et c'est vrai que nous, on doit réussir à faire comme on est avec un occupant, avec un résident, avec un propriétaire, avec une personne qui dans sa tête n'a pas d'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine. Nous, on se doit en tant qu'installateur de traduire ce que vous réussissez à faire aux utilisateurs finaux. Voilà, donc nous, l'intelligence artificielle dans nos métiers, c'est surtout pour nous aider à planifier. Mais à la fin, l'intelligence humaine doit rester au cœur de tous nos métiers. Et je crois que c'est ça qu'on doit réussir tous les trois à traduire dans notre écosystème. Justement, sur cette mise en place de l'IA, est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont full automatisées ou... Alors, Belpredict est très proche de Carl. Software qui est un outil de GMAO pour ceux qui ne connaissent pas. Ou est-ce que ça sert justement à alimenter les interventions manuelles, humaines qui doivent être faites à partir de la détection des
des anomalies faites par les modèles d'IA? Alors, ouais, il y a des choses en fait qui sont. Je vais prendre la photographie pas idéale, mais plutôt réaliste. Et donc, je vais prendre l'exemple, puisque un certain nombre certainement d'entre vous l'ont vu hier. Je prends le bâtiment Sinox. Si on est dans un cas de figure comme Sinox, c'est-à-dire j'ai un bâtiment, j'ai une GTB. En gros, j'ai digitalisé la basse couche de mon bâtiment. Que j'ai une description de mon parc. Donc, j'ai un outil qui dit j'ai ma CTA ici, j'ai telle surface dans mon bâtiment. Donc, j'ai ce qu'on appelle une gestion de patrimoine ou du facility management. Et en même temps, j'ai une application interne à Sinox qui fait que j'ai du field force management. J'ai, comme tu le décrivais, des gens qui font des comptes rendus d'intervention, que ce soit même prestataire ou pas. Donc un équivalent de GMAO ou de SAV. Si j'ai les trois, effectivement, tu peux commencer à dire, je peux mettre un modèle générique qui va spécialiser sur ces données-là et qui va être relativement automatique. Donc là, tu peux avoir quelque chose d'automatique sur les premiers aspects de contrôle technique très précis sur, comme je disais, les premiers lots techniques. Et ça, c'est relativement automatique et ça se déploie par du plug and play, de l'activation. Et enfin, sinon, effectivement, je vais devoir plutôt rentrer dans une phase d'intégration plus classique du logiciel. Où là, c'est dans le déploiement, c'est tout un accompagnement avec des experts. Aujourd'hui, sur les projets que vous déployez, quel est le ratio justement entre ces différentes avancées je dirais dans un projet, le ratio c'est 70% est quand même relativement automatique et après tu as 30% d'accompagnement, expertise. Mais je considère que tout a été fait en amont. Parce qu'effectivement, si tu dis dès le départ il faut instrumenter, etc., ton ratio il augmente très fortement. Il faut que tu fasses les études, il faut que tu fasses l'intégration, que tu installes les capteurs. Voilà. Mais là je pars vraiment de l'hypothèse de on vient mettre la solution sur des données présentes. Ça marche. Donc on est sur l'anticipation, donc on voit que vos solutions permettent d'anticiper, voire de commencer à automatiser certaines choses. Qu'est-ce que vous anticipez pour l'avenir justement du bâtiment connecté? Quelles sont les nouvelles technologies que vous voyez arriver pour aller encore plus loin? Moi, je peux démarrer par la partie structuration de nos métiers, peut-être. Dans le groupe que je dirige, on a une partie intégrateur IT où on a l'impression que le marché est beaucoup plus structuré. On voit bien, à partir du besoin informatique jusqu'à son utilisation, que tout est bien calé, bien organisé, bien structuré. On sent que dans l'IoT, on se cherche encore un petit peu. Donc je crois que dans ce qu'on va voir arriver dans les prochains mois, prochaines années, avec mon impatience, j'espère que ça sera dans les prochaines semaines, mais c'est d'avoir des marchés qui sont beaucoup plus facilement identifiables quand on voit, nous, les réponses, notamment aux appels d'offres auxquels on répond, que c'est assez difficile d'avoir des réponses à reprendre d'une fois à une autre. Donc je pense qu'on va sûrement avoir une organisation du marché, une structuration du marché qui va s'accélérer dans les années qui viennent. Et je pense que ça sera très bien pour toute notre filière, pour avoir de plus en plus de cas d'usage qui puissent convaincre les utilisateurs finaux, et notamment l'achat public, pour que, comme j'entendais à la conférence ce matin, quand un maire sera convaincu de l'utilisation de tous ces capteurs et qu'il arrivera à convaincre le maire du village voisin, c'est que ça y est, l'IoT sera devenu un must-have et plus juste un joujou. Voilà. Merci Jean-Xavier. Samir, du coup, sur les innovations technologiques que tu vois arriver dans le secteur? Moi, je pense qu'effectivement, il va y avoir à un moment une fusion entre l'IoT, la GTB, l'IA. Ça va faire un package, tout ça. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui un peu dans la GTB, par exemple, manuellement, on va aller effectivement réfléchir un peu les scénarios, aller intégrer ça dans le régulateur. Tout ce process-là, peut-être qu'il y a un moment, on va prendre une IA effectivement et puis qui va générer tout ça, qui va permettre effectivement de nous dire simplement il faut poser tel capteur ici, puis tout ça sera centralisé. Ouais, toi, ce que tu vois ou ce que tu souhaites fortement, ce que je comprends, c'est effectivement l'ouverture, l'interopérabilité qui fait que
on va essayer de sortir les solutions trop propriétaires et de pouvoir justement communiquer facilement, simplement, en local. Je pense que c'est déjà parti en fait, Oui. parce que finalement, au départ, on avait vraiment cette séparation IoT, GTB, donc avec cette histoire d'IA qui va venir en fait rassembler les deux. Et aujourd'hui, avec l'IoT, on peut piloter un peu avec la GTB, communiquer et inversement. Donc, on y arrive. Merci. Youssef. Ouais, peut-être en complément sur du coup effectivement qu'il y ait une meilleure continuité dans le process et plus interopérable, et du coup en continuité numérique, si on regarde plutôt le volet innovation technologique, du coup une fusion un peu des standards et des outils qui sont dans le process, et donc dire concrètement je construis mon bâtiment, il a une maquette numérique parce que c'est devenu obligatoire, et cette maquette numérique en fait quand je vais installer, je vais l'exploiter, elle va être dans la continuité de mes outils numériques, ça va m'aider à installer, ça va m'aider à modéliser, à étudier, et quand je vais avoir une anticipation, je vais pouvoir utiliser des outils qui me disent ok, il faut changer, en fait il fait trop chaud ici puisque la veine X là elle est en panne, faut aller changer la veine X, elle est où? Voilà, elle est cachée quelque part, là je vais pouvoir la voir avec le modèle numérique. Donc je pense que là les convergences en fait de différentes technologies vont être facilitées, et que c'est vrai que là-dessus l'IA est aussi, en tout cas le volet IA générative principalement, peut être un moyen de simplifier l'expérience utilisateur et donc l'expérience des services techniques qui interviennent. Tu veux dire pour amener de la simulation aussi sur des changements anticipés ou prévisibles sur le bâtiment. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est typiquement, si je prends le cas concret des hôpitaux, en fait les hôpitaux quand ils vont faire une intervention, par exemple pour de l'eau, ils ont besoin de simuler s'ils font l'intervention, qu'est-ce que ça pénalise dans le réseau. Sur tout le réseau de l'hôpital, et donc là effectivement si tu as une maquette numérique tu peux facilement simuler. Alors soit tu as les gars qui connaissent l'hôpital super bien parce qu'ils sont là depuis 20 ans, mais quand tu es à Lyon c'est un peu compliqué, les hospices sont super grands, personne ne les connaît par cœur, soit effectivement tu vas utiliser de la simulation sur la maquette et tu vas dire si je coupe telle vanne, quel est l'impact. Merci pour votre témoignage. On a le temps de prendre quelques questions, donc n'hésitez pas, levez la main, on vous apporte le micro. Qui souhaite poser des questions à nos intervenants? Hop. Alors, Pascal. Donc, dans ce que j'ai entendu là, il y a des choses. Nous, notre métier de tous les jours, c'est un peu la GTB, multitude des protocoles, etc. Donc, l'interopérabilité, on verra ça peut-être pas pour les prochaines semaines. Par contre, moi, je me demandais, vous avez dit, on va pas porter l'IA dans les capteurs. Je suis assez d'accord. Un capteur, il doit rester assez bête. Nous, on commit sur des durées de 10, 15 ans, 5 ans. On peut pas porter l'IA. Mais qu'en est-il de tous les modules IA qui pourraient tourner dans le cloud, de faire des GTB, Synox en est l'exemple, qui tourneraient dans le cloud où on aurait moins d'intelligence en edge? Nous, on a quand même ce débat tous les jours de nos clients qui veulent faire de la GTB sans automate, par exemple. C'est comment on pourrait résoudre ce problème-là, parce que ça reste un métier complexe là, et en effet, si la GTB reste avec des automates, de l'IA implantée en local, etc., on n'arrivera jamais à aller dans le logement du particulier. Donc, c'est un peu ma question, c'est pourquoi on ne porte pas toute cette IA dans le cloud et on dirige ça via le cloud? Est-ce que vous avez bien entendu? Parce que parce qu'il y avait, vous n'avez pas de retour. Après, on a des cas où ça peut fonctionner. En fait, ça va dépendre. Je pense dans le monde du tertiaire, où il y a quand même beaucoup de régulation, de contrôle, on sait que dans ce monde-là, on a plutôt intérêt à distribuer l'intelligence. Pour un tas de raisons, mais essentiellement pour des raisons de contexte, des raisons de passage à l'échelle aussi. La centralisation absolue dans le cloud, en fait, est non effective par la nature des réseaux, etc. Ça serait tout simplement pas possible. Pour une raison très simple, déjà avec les smartphones, c'est compliqué, avec les milliards de smartphones qu'il y a. Vous voyez les infrastructures des GAFAM. Si vous imaginez par rapport au nombre d'équipements qu'il y a dans le monde, ça généralisé, c'est incommensurable par rapport au nombre d'êtres humains.
donc pour cette raison, il y a toujours l'IA qui devra être distribuée. Ça, c'est une raison de passage à l'échelle du sujet. Qu'est-ce qui ferait par contre que, à mon avis, dans le monde du tertiaire, à mon avis, ça va marcher. Parce que dans le monde du résidentiel, ça peut marcher. Ça doit être poussé par les fabricants. Et je suis sûr que ça va marcher parce que nous, en tant qu'individus, c'est déjà ce qu'on a. On a des micro-ondes qui, pour certains déjà aujourd'hui, intègrent un bout d'intelligence. On a des télés qui le font. On a tout un tas d'équipements dans une maison qui le font. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une logique qui fait que les équipements qui régulent un certain nombre d'utilités de la maison ne puissent pas le faire. Je crois que ce qui gêne aujourd'hui et qui crée la complexité, c'est le problème de l'interopérabilité. Pas tant le problème du débat Edge Cloud. C'est ça qui crée la complexité de mon point de vue. Mais je pense que ça va arriver quand l'interopérabilité sera réglée. Alors vous avez raison, c'est pas pour demain. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, il y a un point qui est important, et l'importance est différente dans un hôpital, dans des bureaux et dans un logement individuel. C'est que le bâtiment doit continuer à fonctionner même s'il n'y a plus Internet. Et ça, c'est important, ce qui nécessite encore, selon la complexité, soit d'avoir des équipements locaux, enfin des objets connectés qui peuvent porter l'intelligence en eux-mêmes, qui peuvent dire, de toute façon, même si j'ai plus Internet, je sais que je dois m'allumer là et me fermer là, et puis l'utilisateur, il a quand même un bouton pour couper. Mais quand on est sur des hôpitaux où on a une CTA qui est pilotée avec la ventilation d'un bloc opératoire, ouais, là, il ne faut pas dépendre d'Internet. Donc, il faut quand même avoir de l'intelligence locale et d'avoir un bâtiment qui soit capable de fonctionner tout seul, même si on coupe Internet, si on a une coupure de service de la solution qui doit piloter le bâtiment. Une autre question. Bonjour. Moi, ce qui m'interpelle, je sais bien qu'on est bien dans un sujet plutôt intelligence artificielle et traitement des données, mais moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est OK, les clouds et tout ça, mais la sécurité. Parce qu'un hôpital qui est hacké, on voit bien ce que ça peut donner, quoi. Donc, comment ça va être interprété, géré, comment vous prévoyez l'avenir là-dessus, sur la sécurité voilà. Alors, les sites. Moi, en ce qui me concerne, sur la partie installation et fourniture de temps de capteurs, on a et ça, tu parlais, Jérôme, de qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mois, années. On voit bien déjà qu'il y a une grosse rigueur qui est apportée sur la gestion sur la transmission des données via les capteurs. Donc moi, je suis pas du tout un expert dans le domaine, dans la technicité de l'envoi et de la sécurité des données, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les que ce soit les appels d'offres, que ce soit les demandes de nos clients privés, il y a chaque fois une sensibilisation qui est beaucoup plus marquée que les années passées sur la manière dont sont cryptées les données, que ce soit au niveau du capteur ou au niveau de la passerelle ou de la centrale, enfin en fonction de comment on l'appelle, qui va transmettre la donnée si on reste en wireless ou si jamais on est sur les autres protocoles. Voilà, ce qui me concerne. Tu voulais dire un truc, Samer ? Du coup, sur la partie résidentielle, on a la chance d'être accompagné avec Synox et qui a aujourd'hui fait évoluer effectivement cette partie sécurité informatique qui est un peu plus complexe, on va dire, à hacker. Pour le résidentiel, en fait... je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de sécurité parce que c'est de la donnée de température. Donc en gros, la donnée qu'on va amener sur cette plateforme-là, il n'y a pas de gros risque. Quand on va voir une chaudière qui fonctionne à 70 degrés, même si elle a hacké, c'est de la donnée de température et qui n'est pas en lien direct avec un occupant. Donc sur le plan sécurité et on va dire prise d'informations ou hacker les informations sur la plateforme. Pour moi, en tout cas dans la partie résidentielle, il n'y a pas trop de risques. Donc encore une fois, Synox a travaillé là-dessus, donc ça permet aussi de sécuriser ça. Après, je pense que dans le tertiaire, c'est différent. Ouais, pour compléter, oui, c'est un vrai sujet. On a pris l'hôpital, mais nous on est clients dans l'aéroportuaire et du coup il y a des règles très précises dans ce cas-là pour éviter
des problèmes de cybersécurité. La première, c'est quand il y a un risque important, on ne mélange pas contrôle-commande et monitoring. Voilà. La règle numéro 1, on sépare et on fait 2 flux différents. Même s'ils peuvent communiquer entre eux en partie, mais il peut avoir une perméabilité, mais on sépare vraiment. La deuxième, c'est on traite le maximum localement, pour pas besoin d'avoir à aller à l'extérieur. Et la troisième, effectivement, c'est quand le flux extérieur, effectivement, on le sécurise au maximum avec les normes de sécurité existantes. Mais la réalité, c'est que quoi qu'on fasse, le risque est réel. Parce que en fait, il faudrait sécuriser jusqu'au processeur. Et vu que le processeur, il n'est pas fabriqué dans votre pays, ce que vous appelez la sécurité est somme toute relative. Et donc là, la règle absolue qu'on recommande à tout le monde, c'est d'avoir mis en place des procédures en cas de cyberattaque. C'est la réalité absolue, c'est ça, parce que ça arrivera forcément, ça arrive, et donc à ce moment-là, il faut plutôt avoir des logiques de résilience. Donc ça, c'est. Mais effectivement, les systèmes sont étudiés pour être résilients à la base. Donc c'est vrai que du coup je renchéris parce qu'on nous a cité 2 fois. C'est notre métier de sécuriser. Alors nous on sécurise au niveau infrastructure, effectivement tout ce qui est échappement sur Internet. On va mettre des réseaux privés, sécurisés, invisibles d'Internet, etc. pour pas prendre la main. Et c'est vrai qu'on a récupéré dans le domaine du bâtiment pas mal de clients qui installaient de l'Amazon chinois avec des serveurs en Chine. Même pas chiffré, flux, quand on grattait derrière, c'était de l'HTTP pour piloter. Sur du pilotage, de la climatisation, des choses comme ça, c'est très simple d'acheter un module chinois, de le plugger sur son truc. Voilà, nous on prêche les bonnes pratiques. Ça fait plus de 15 ans qu'on est justement dans la connectivité et la sécurisation des infras pour faire que ce soit complètement sécurisé. Donc c'est important pour le contrôle-commande, c'est important pour un compteur d'eau, la sécurité. Usurper la donnée d'un compteur d'eau, c'est fausser la facturation du fournisseur. Usurper la température d'une chaudière, c'est potentiellement faire intervenir un technicien sur une donnée qui est pas vraie. Donc, même sur des données qui remontent en lecture d'un bâtiment, il peut y avoir des impacts et il faut savoir sécuriser tout ça. Donc voilà, tout ce qui est VLAN privé, isolé par bâtiment, par client, etc. Ça fait partie de nos savoir-faire. Le timing, on est fin. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, Youssef, Jean-Xavier et Samir seront présents au cocktail. Donc, vous pouvez les attraper un verre à la main et la bouche pleine pour répondre à vos questions. Merci à vous de votre présence et de votre écoute.